dérogation pour pouvoir continuer à recevoir du gaz de Russie. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler évidemment du combattant d'Azovstal qu'on a entendu, mais d'abord ce symbole terrible, une grande ville européenne, La Haye, c'est la ville de la justice européenne qui a toujours besoin, 6 mois après, du gaz russe. Est-ce que ce n'est pas un contre-symbole de ce que devrait être le combat des Occidentaux ? Écoutez, il y aura un autre symbole, c'est la solidarité européenne qui opérera et qui fera qu'entre les 27 de l'Union, eh bien, il y aura des livraisons de gaz. On s'entraidera, comme on s'est entraidé dans d'autres circonstances. Est-ce que l'opinion va tenir ? Est-ce que vous craignez que l'opinion, qui était quand même très massivement acquise aux Ukrainiens, leur courage, leur défense, leur résistance, on voit dans certains secteurs qui parlent toujours plus haut des doutes sur les sanctions en particulier? Bien sûr qu'il y a cette érosion de l'enthousiasme et il y a cette érosion de la solidarité. Il y a une vilaine petite musique qu'on entend ici ou là. C'est un risque et c'est l'espoir de Poutine. Poutine, on l'imagine dans sa datcha ou dans son bureau, comptant les jours au terme desquels, selon lui et selon ses maîtres en renseignement, une opinion publique se lasse. Donc il y a évidemment ce risque. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Et c'est pour ça que c'est important qu'une émission comme la vôtre, une chaîne comme la vôtre, maintienne la pression, informe les citoyens sur les vrais enjeux de cette guerre et pourquoi il ne faut pas lâcher. En attendant ce paradoxe, pardon de m'y attarder, mais on rappelait tout à l'heure les propos de Bruno Le Maire le 1er mars, même s'il les avait un peu revus, quand on espérait ici, beaucoup espéraient que l'économie russe s'effondre, et c'est l'économie ici qui souffre, pas seulement, mais en partie à cause du gaz russe. Bruno Le Maire n'avait pas tort. L'économie russe s'est effondrée. Ça ne se voit pas encore là pour l'instant. Elle s'est effondrée. Il y a le secteur pétrolier et gazier qui continue encore de fonctionner dans les conditions que nous savons. Mais pour le reste, la Russie est à genoux. L'appareil productif est à l'arrêt. La population est démoralisée. Le cours du rouble, on peut toujours dire une monnaie forte, ça a des avantages, des désavantages. Mais enfin, le fait que beaucoup espéraient que le rouble s'effondre, il ne s'est pas effondré, loin de là, il se porte bien. Ce qu'espéraient les démocrates, c'est que l'économie russe s'effondre, que l'armée russe se démoralise, que la troupe russe refuse un jour de continuer d'aller se faire charcuter. Et ça, c'est ce qui commence de s'annoncer sur le terrain. Est-ce que le président de la République a eu raison de placer à un certain degré d'exigence en disant le prix de la liberté ? Il faudra payer le prix de la liberté, et ces mots ont été abondamment commentés. Ben oui, ils ont été commentés par les Français qui ont encore le souci de l'honneur et de la grandeur de manière positive, parce qu'il avait raison. Et puis ça a été commenté par les Munichois, par ceux qui veulent qu'on arrête, par ceux qui voudraient qu'on abandonne Zelensky, en disant qu'il était en train de mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr, mais sur le fond, il a eu raison. Il y a des périodes dans l'histoire. Vous savez, on a vécu en Occident un immense dimanche de l'histoire, depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin. 30 ans bénis, où il semblait que les guerres avaient disparu de notre paysage et où on pensait que les démocraties allaient l'emporter partout. Ce n'est pas le cas. Il y a des puissances autoritaires qui sont à l'offensive. Qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras ou on leur résiste ? Le président Macron a dit à Bormes-les-Mimosas, très beau discours, churchillien, il a dit on résiste. Et si ça coûte un peu, eh bien on l'assumera. Jusqu'où peut aller le sacrifice ? Vous savez que pour beaucoup de familles, pour des gens qui ont des moyens, évidemment, moins 5%, moins 10%, mais pour beaucoup de familles, oui, c'est un sacrifice insupportable. C'est la raison pour laquelle, et je crois que c'est le chemin que prend le gouvernement français aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il faut que les sacrifices ne soient pas les mêmes pour vous et moi d'un côté et pour les ménages à revenus modestes de l'autre. Donc blocage des prix à la pompe, blocage du prix du gaz un jour et ainsi de suite. Bien sûr qu'il faudra adapter cela, mais un gouvernement démocratique courageux, comme c'est encore le cas de la plupart des pays d'Europe, est capable
de faire cela. Vous dites la plupart. Regardons bien ce qui est en train de se passer. Dans quelques jours, élection en Italie. Il est possible que le gouvernement soit anti-sanctions. Il y a dans le gouvernement potentiel M. Salvini qui a clairement dit qu'il était contre les sanctions. En Allemagne, l'Allemagne c'est le cœur historique de l'Europe. En Allemagne, des députés sociodémocrates veulent qu'on commence à discuter et remettre en cause déjà les sanctions. Ça craque. Mais ça craque partout. En Italie, c'est pas seulement Salvini, c'est également Silvio Berlusconi, qui est un autre allié de la possible future première ministre, si elle l'emporte le 25 septembre prochain, ce qui n'est pas non plus joué. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc c'est vrai en Italie, c'est vrai en France, on vient de le dire, il y a des forces très puissantes dans notre pays, le Rassemblement national et une partie de la France insoumise, qui pensent aussi que les torts sont partagés, qui renvoient dos à dos l'agresseur et l'agressé, et qui aimeraient qu'on en finisse et qu'on lâche les skis. Et c'est vrai aux États-Unis. Il y a et c'est d'ailleurs tout le mérite, et peut-être la grandeur de Joe Biden, le président américain, il a sur son aile droite les partisans, les Trumpistes, qui disent qu'on n'a rien à faire de cette lointaine contrée ukrainienne, et sur son aile gauche, les démocrates qui disent que c'est une affaire européenne, une guerre entre blancs et nantis, et que l'Amérique n'a pas à s'en soucier. Donc il y a partout cette bataille. À l'intérieur de nos pays, à l'intérieur des démocraties, il y a cette bataille entre ceux qui savent que les valeurs de liberté et de démocratie sont inappréciables, et puis ceux qui sont prêts à se courber. Vladimir Poutine rencontre des revers très cuisants sur le terrain. On va les revoir dans quelques instants. Mais sur la scène internationale, est-ce qu'il est en train de réussir une partie de son coup, c'est-à-dire bousculer les lignes, faire que les équilibres soient changés au détriment de l'Occident? La Chine, encore maintenant, il y a une alerte autour de Taïwan. On voit que la tension monte de nouveau avec déplacement de bâtiments militaires en matière navale. La Chine... L'Afrique, les bataillons Wagner qui sont en train de remplacer l'armée française dans certaines régions, ce sont des coups gagnés par lui? Ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Ça s'accélère. Ça s'accélère. Non, ce qui est vrai, c'est que, Poutine a des alliés. Mais encore une fois, ça date déjà de quelques années. On l'avait sous-estimé, ça. Franchement, on l'avait sous-estimé. Quand on voit, au début de la crise, les Chinois, rappelons-nous quand on disait, vous allez voir, les Chinois, ils vont rester attentistes. Oui, mais moi, ils ne sont pas attentistes. Il se trouve que j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait «L'Empire et les cinq rois», et où je disais, en effet, que le camp occidental, c'est-à-dire le camp des pays qui défendent la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes, les valeurs de laïcité, était en proie à une agression massive de 5 pays, de 5 forces. La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et Daesh ou l'islamisme radical. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Bien sûr que nous avons affaire à tout ça. Et que Poutine, il a le soutien sournois de Xi Jinping. Il a le soutien plus fort et net de Khamenei. Il a le soutien des islamistes radicaux qui crient Allah Akbar dans les ruines des villes massacrées des Tchétchènes de Kadyrov. Et il a le soutien aussi de la Turquie, qui est comme l'a dit mon excellent excellemment hebdomadaire où je sévis chaque semaine le point, qui est le cheval de Troie de la Russie à l'intérieur de l'Europe. La Turquie, parlons-en. Vous aviez écrit ça effectivement en 2017, mais est-ce que ça ne va pas encore plus loin quand la Turquie, ce soir, fait la leçon à la France? Elle parade, la Turquie. Elle est en position inouïe pour elle. On se rappelle le moment où elle était un peu bousculée de tous côtés. Là, tout passe par elle. Monsieur Erdogan se paye le luxe de voir à la fois les Occidentaux et Poutine. Personne n'ose rien lui dire. Il est dans l'OTAN et comme vous le dites, il est très ambigu à l'égard de la Russie. Et voilà ce que dit la Turquie ce soir. Nous espérons que la France atteigne aussitôt que possible la maturité nécessaire pour faire face à son passé colonial sans accuser d'autres pays. Pour l'instant, il y a un présent colonial, il y a un présent impérial qui est le fait de M. Erdogan, qui a, comme tous les hiérarques autour de lui, une idée en tête, qui est de ressusciter l'Empire ottoman. Donc ça, c'est de la rhétorique, c'est de la blague, c'est à usage interne, et c'est à usage sur la scène internationale de ceux qui, en effet, auront la faiblesse de le croire. Donc il y a une bataille. Évidemment qu'aux Nations Unies,
depuis la première résolution de mars, où la condamnation de l'agression ukrainienne, de l'agression contre l'Ukraine, avait été tout de même massive. Il y a une bataille d'idées, il y a une bataille d'influence qui se livre. Mais est-ce que vous avez déjà vu une guerre contre un régime fasciste, une sorte de guerre mondiale comme celle-là, sans qu'il y ait une bataille, avec des recherches d'alliances? C'est inévitable. Il faut la gagner. Il faut gagner cette bataille d'opinion à l'échelle de la communauté des nations. Est-ce qu'on a sous-estimé le passif quand on voit ce que dit la Turquie aujourd'hui, quand on lit ce que les Chinois disent, quand on entend beaucoup d'Africains, ça paraît incroyable, des Africains, après tout ce que la France a fait au Mali contre les djihadistes, qui disent, et on en a eu ici en direct, c'est pas seulement des militants ou des gens payés, non, des gens qui librement disent on préfère Wagner à l'armée française. Le passif colonial à ce point-là qui existe toujours. C'est pas le passif colonial. C'est quoi alors? C'est l'anti-occidentalisme, ce qui est très différent. C'est-à-dire, c'est de la part d'États qui sont pas des États, là. Parfois, ce sont des personnes. Parfois, souvent des personnes. Bien. Alors, c'est de la part d'opinions ou de personnes dont la démocratie et le goût de la liberté ne sont pas les principales passions. C'est une haine de ce que l'Occident, l'Europe et l'Amérique représentent. L'anti-américanisme, Darius Rochebin, c'est à l'échelle de la planète une force, une puissance extraordinaire. Quoi que fasse l'Amérique, qu'elle commette des crimes comme au Vietnam, ou qu'elle nous sauve du nazisme comme en 1945, ou qu'elle sauve les musulmans de Bosnie comme en 1995. L'anti-américanisme, l'anti-occidentalisme, c'est malheureusement une passion, un courant très fort partout, bien sûr. Pour le courant, pour ce courant-là, en Russie en particulier, le courant ultranationaliste, vous incarnez l'ennemi. On peut aller regarder des Mortuis, on ne parle pas trop des morts, mais Daria Dugina, assassinée à Moscou. Ses discours, elle parle en français d'ailleurs très souvent, elle parlait assez bien français sur Internet, elle parle sans arrêt de vous. Elle est obsédée littéralement par Bernard-Henri Lévy. Vous incarnez pour elle le mondialisme, la volonté impériale occidentale dominatrice. Pourquoi une telle fixation sur vous? Il y a eu aussi, d'ailleurs, on l'a vu en Russie, il y a eu en Serbie, à cause de vos prises de position, une fixation personnelle. Vous incarnez pour eux l'ennemi. Écoutez, d'abord, tout ça, ça fait partie de cette absurdité de la propagande de guerre russe. Je ne veux pas parler de cette jeune femme. Elle est morte dans des conditions effroyables. Vous imaginez bien que je ne vais pas polémiquer. Mais enfin, d'un côté, un régime ou des idéologues qui disent qu'ils luttent pour dénazifier l'Ukraine, et de l'autre côté, qui nous disent que leur cible, c'est parce que c'est ainsi qu'ils parlent, le juif Bernard-Henri Lévy. Il y a là une contradiction et un paradoxe dans lesquels je les laisse se débrouiller. Est-ce que ce n'est pas aussi que de leur point de vue, et là je ne parle pas que des extrémistes, vous êtes au cœur de ça, c'est-à-dire votre action par exemple en Libye, quand on se souvient, vous avez beaucoup milité contre Kadhafi, quand la France a joué un rôle très important pour faire tomber Kadhafi, ces gens-là disent systématiquement, mais alors là, pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit? Pourquoi on n'a rien dit pour la Libye? Pourquoi on n'a rien dit pour l'Irak? Et pour l'Ukraine, on parle. Attendez, la Libye, que je sache, il n'y a pas eu une guerre d'extermination menée par l'Occident contre le peuple libyen. Il y a eu une tentative réussie de libérer les Libyens d'un dictateur. Alors ça a été plus ou moins bien fait. Un peu plus que ça, c'est allé bien au-delà de la résolution de l'ONU, oui. Non, ça n'est pas allé. Oui, c'est allé au-delà de la résolution de l'ONU, en ce sens que on a libéré le peuple libyen d'un dictateur. Là, on parle d'autre chose en Ukraine. On parle d'une agression. Est-ce que c'était on parle d'une Bien sûr, extermination. je ne mets pas les choses au même niveau, mais est-ce que c'était l'ingérence dans un État souverain, la Libye? Le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence plus exactement, est inscrit désormais dans la Charte des Nations Unies. Lorsqu'il y a des crimes de masse qui sont commis quelque part, il y a de la part du reste de l'humanité un devoir d'ingérence. Le principe de Goebbels, charbonnier et maître chez soi, c'est fini. L'ingérence, c'est légitime, c'est dans la loi. Est-ce que ça veut dire, quand un général Yakovlev, sur ce plateau, il dit on peut aller plus loin, c'est, je crois, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un droit de légitime défense, les Ukrainiens pourraient dire, et les Occidentaux pourraient répondre,
oui, on envoie par exemple des Américains ou des Français sur le sol ukrainien pour aider à manœuvrer un certain nombre de matériel. Est-ce que vous y seriez favorable? Il y a des Américains sur le sol ukrainien. Il y a des forces spéciales, c'est pas l'armée. Non, je les ai filmés. Ils sont dans mon film Pourquoi l'Ukraine? C'est le groupe Mozart, des vétérans magnifiques. C'est pas l'armée régulière. C'est pas l'armée régulière, mais ce sont des Américains. Donc, un. Deux, aller plus loin, oui, c'est-à-dire organiser beaucoup plus, préparer beaucoup plus qu'on ne le fait, la condamnation internationale et le jugement des criminels de guerre russes. Boris Johnson avait dit, je crois que c'était en mars ou en avril, que l'option d'exclure la Russie des Nations Unies était sur la table. C'est Boris Johnson qui l'a. C'est très difficile parce que ça ne peut être proposé que par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité doit le valider et les Russes y ont un veto. Mais posons cette question. Qu'est-ce que fait aux Nations Unies une Russie qui commet une guerre génocidaire chez son voisin? Voilà les vraies questions à poser. Est-ce que c'est la fin d'une époque? Vous avez écrit contre les totalitarismes fascistes et soviétiques depuis les années 70, déjà des livres qui ont fait date. Une grande partie des opinions dit ce messianisme, on n'en veut plus. Et dit, comme vous le disiez, chacun chez soi. Oui, c'est peut-être ça, et c'est peut-être aussi le début d'une époque. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est l'Amérique qui s'engage et qui n'a pas l'air prête à réduire son engagement. Elle en a les moyens encore? Bien sûr, elle en a les moyens, et l'Europe aussi, et la France également. C'est peut-être le début d'une époque, parce que tout le monde disait que l'Europe irait à cette bataille en ordre dispersé. On verra les élections italiennes. Pour l'heure, les 27 sont unis pour s'opposer à cette guerre d'agression. On vient de le dire tout à l'heure, il y a des forts signes de désunion. Oui, naturellement, il y a des forces. Il y a Viktor Orban en Hongrie qui va se faire construire des centrales, enfin des réacteurs dans une centrale par les Russes. Eh bien, on verra. Moi, vous savez, il se trouve que je connais depuis longtemps Viktor Orban. On va voir. Le jour où il y aura contre lui aussi des menaces de rétorsion de la part de ses camarades européens, on verra. Je l'ai déjà vu reculer sur d'autres terrains que celui-là. Est-ce que vous êtes encore plus pro-américain? Est-ce que vous assumez ce mot? En France, souvent, c'est un gros mot. Et hier, on avait un ambassadeur de France. C'est vrai que beaucoup d'ambassadeurs, de militaires, etc., ils sont évidemment contre la guerre d'agression, mais il y a un vieux fond anti-américain, bon ou mauvais, qui compte. Est-ce que vous êtes pro-américain? Je suis français, oui, et je suis pro-américain. Je suis pro le pays qui a libéré, qui a sauvé l'Europe 2 fois du suicide, pro le pays qui a décidé de sauver les musulmans de Sarajevo qui étaient sous les bombes depuis 3 ou 4 ans, qui a sauvé les musulmans du Kosovo. Je suis pro ce pays-là, évidemment. Est-ce qu'on ne paye pas cette rancœur contre l'Occident? Est-ce qu'on ne paye pas aussi la facture de leurs erreurs? La guerre d'Irak, les écoutes de la NSA, la rage dominatrice des Américains qui aussi ont des intérêts d'empire. La rage dominatrice, non. Vous savez, l'Amérique, comme disait un grand écrivain français, c'est un empire récalcitrant. Ce qui caractérise l'impérialisme américain, c'est que c'est un impérialisme qui hésite à l'être. Il y avait une très belle phrase d'ailleurs d'André Malraux au moment de la guerre du Bangladesh, dans une lettre ouverte au président Nixon, et où il lui disait « Vous êtes le premier empire qui ne veut pas être un empire, qui renacle à l'impérialité. » Alors, la rage de dominer, non. Si on voit la liste de leurs bases militaires dans le monde, on ne peut pas dire qu'ils renaclent beaucoup. Mais heureusement qu'ils ont des bases... Ils ne renaclent pas, ils s'étendent. Ils n'ont jamais arrêté de s'étendre. Non. Ils sont... C'est pas ils n'ont jamais arrêté. Ils étaient en train, jusqu'à ce moment, de cesser de s'étendre. Je vous signale qu'ils se sont retirés de manière honteuse d'Afghanistan. Ils ont lâché les Kurdes de Syrie d'une manière à peine moins honteuse. Les Kurdes d'Irak, une fois qu'ils avaient servi à vaincre Daesh, on les a laissés tomber en 2017. Non. La tendance des États-Unis, et moi je le déplore, c'est au contraire de se retirer, c'est au contraire de refluer, c'est de renoncer à l'Empire. La guerre d'Irak en particulier, c'est un événement, cette guerre d'Ukraine sans doute restera dans l'histoire comme un moment clé pour l'impérialisme russe. Mais est-ce que la guerre d'Irak a été une forme de vice originel du siècle
du côté américain, qu'on paye encore aujourd'hui dans ce chapitre-là, c'est-à-dire dans une certaine confusion entre l'impérialisme des démocraties et l'impérialisme des autoritarismes? Les gens, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Évidemment. C'est plus une peccadille, là. Une Moi, erreur. j'ai toujours été hostile à cette guerre d'Irak, depuis le premier jour. Mais pour l'instant, on parle de la guerre d'Ukraine. Et ça n'est pas parce que les Américains se sont fourvoyés en Irak que Poutine a attaqué en Ukraine. Vous savez pourquoi Poutine a attaqué en Ukraine? C'est parce qu'il avait le sentiment qu'il pouvait le faire. Parce qu'il avait le sentiment qu'il n'y aurait pas de rétorsion. Parce que la parole américaine avait perdu de sa crédibilité. Par conséquent, parce qu'il y a 1 an, à peu près jour pour jour, 1 an et 15 jours, on s'était retiré d'Afghanistan. Ça veut dire, pardon, qu'encore aujourd'hui, on fait l'erreur d'être affolé. Zaporijjia, on va en reparler. Quand une partie des opinions ici tremble en se disant, on fait déjà les simulations, le nuage va passer par là, etc. On a trop peur de lui? Bien sûr que non. On a raison de trembler. On a raison d'avoir peur. Mais on a raison d'avoir peur de Poutine, en général. Et moi, j'ai encore plus peur d'un Poutine qui, ce qu'à Dieu ne plaise, gagnerait cette guerre, sortirait triomphant de ce carnage, que d'un Poutine défait. Au point où on en est, avec cette Russie déchaînée, qui fait appel à toutes les forces possibles pour gagner cette guerre. Et là, s'il n'y a qu'une option, c'est qu'il soit défait, c'est qu'il capitule, comme Hitler en 1945. Il n'y a pas d'autre option. Votre regard sur Zaporijjia, sur ce nouvel âge nucléaire, on voit à quel point là tout se mêle, la peur du nucléaire militaire, du nucléaire civil, cette centrale où personne ne sait très bien même ce qui se passe exactement dans la centrale à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'on a changé d'époque? Est-ce que quand on se rappelle 1945, la bombe d'Hiroshima, on pensait que le nucléaire ne serait jamais utilisé ou alors c'était la fin finale? Or, tout se désinhibe, tout semble possible. Oui, c'est l'un des crimes de Poutine. C'est d'avoir désinhibé cela, d'avoir levé ce tabou et d'avoir installé ses troupes aujourd'hui à l'intérieur et à proximité de Zaporijjia. Et même pour être plus précis, parce que moi je suis allé à Zaporijjia il y a quelques mois pour le tournage de ce film, c'est d'avoir procédé à une gigantesque prise d'otages, parce que c'est ça Zaporijjia, des ingénieurs nucléaires ukrainiens qui sont pris en otage à l'intérieur de la centrale. Ça, c'est un crime. Quand on voit la carte des puissances nucléaires, celles qui montent, Inde, Pakistan, d'une certaine manière, Corée du Nord, quand on voit que tout se désinhibe, comme on le disait, est-ce que là aussi, c'est pas la fin de l'Occident tel que vous l'aimiez, sans doute, mais il y a beaucoup qui ne l'aiment plus? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de loi en histoire. Rien n'est inévitable, rien n'est fatal. Ça peut être ça peut être le déclin final de l'Occident, et ça peut être le sursaut. Cette guerre d'Ukraine, je suis, hélas, parce que c'est tellement horrible, il y a tellement de familles brisées, il y a tellement de corps massacrés, il y a tellement de vieillards tremblants que c'est pénible à dire, mais c'est peut-être le moment où, au contraire, l'Occident reprend l'initiative et dit « stop maintenant, trop c'est trop, les Iraniens, les Russes, les Chinois, on arrête ». Le pacifisme, on va recevoir dans un instant Gérard Miller et Guillaume Roquette, voir les conséquences de tout ce qui se passe là-bas à 3000 km sur ici en France. Alors ça peut être, personne ne l'espère, le nuage nucléaire, mais ça peut être aussi les conséquences politiques. Le pacifisme, Dieu sait s'il a compté. Moi, je me rappelle, dans ma génération, on manifestait contre les euromissiles. On disait même parfois, mieux vaut être rouge que mort. Tant pis si les communistes nous envahissent, au moins on n'aura pas la bombe. Est-ce que le pacifisme risque de remonter en force? Moi, je disais à la même époque, comme François Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. C'est-à-dire que la paix est une immense chose, c'est le plus beau mot dans toutes les langues ou presque du monde, mais le pacifisme, c'est-à-dire l'idée de céder devant la force, de courber l'échine devant les États autoritaires, totalitaires, rouleurs de mécanique, c'est autre chose. Et là, c'est le synonyme de la lâcheté. Alors, sur les plateaux de télévision, en général, les gens le disent, mais dès qu'on va dans les antichambres ministérielles, ça change. La Crimée, c'est l'exemple type. On peut aller dans tous les ministères en Europe. Aucun ne croit vraiment aujourd'hui que les Russes ne lâcheront la Crimée, par exemple.
sauf les Ukrainiens, Ah. à aller dans les chancelleries ukrainiennes, à l'administration présidentielle. Vous verrez, un, qu'ils le souhaitent, et deux, qu'ils pensent qu'ils en sont capables. Et vous y croyez, vous? Écoutez, moi je souhaite que cette guerre s'arrête le plus tôt possible parce que l'horreur est trop grande. Mais en effet, si la capitulation de Poutine est possible à la condition de la reprise de la Crimée, bien sûr qu'il faudra qu'il faut que les Ukrainiens, enfin qu'il serait souhaitable, s'ils le veulent, que les Ukrainiens reprennent la Crimée. Bernard-Henri Lévy, prenons la mesure de ce qui se passe ici. Je le disais, le lien entre Zaporijjia et la France, le lien entre l'Ukraine et la France. Nous recevons Gérard Miller qui nous rejoint sur ce plateau, mais aussi Guillaume Roquette, je vous en prie, Gérard Miller. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Miller, Bernard-Henri Lévy. A priori, vous êtes très loin idéologiquement, mais je ne sais pas. Écoutez, nous nous connaissons, oserais-je le dire, depuis 50 ans. Il a été 2 fois mon éditeur. Alors si c'est pour vous envoyer des politesses, ça ne sert à rien. Alors, non, mais je vais vous dire, nous nous sommes retrouvés un certain nombre de fois, j'allais dire dans les mêmes cortèges. Maintenant, la liste de nos différences, sinon de nos divergences, est assez longue pour vous réjouir. Allez, une parenthèse de 30 secondes, ce qu'on disait tout à l'heure sur la guerre d'Irak, sur cette espèce, quand on dit sans arrêt, on compare, n'est-ce pas? Il y a sans arrêt ces voix. Vous avez dit combien vous contestiez ce point de vue, mais disent ah oui, mais pour l'Irak, on n'a rien dit. Est-ce que vous pensez ça? Écoutez, si je devais juste résumer d'une phrase une des divergences avec Bernard-Henri Lévy, c'est notamment son rapport à l'Amérique. Nous avons eu 20 ans pendant la guerre du Vietnam, il a rappelé à juste titre les crimes américains. Nous avons eu presque 20 ans pendant le coup d'État de Pinochet. Je n'ai pas plus oublié les crimes de l'un que de l'autre. Et pour l'Irak, je n'ai pas oublié en effet que je ne me mettrai jamais du côté de ceux que vous avez définis comme les pro-américains. Donc évidemment, il y a quelque chose là qui nous sépare profondément. Ce sera un autre débat un jour. Merci à l'un et à l'autre. Merci Bernard-Henri Lévy. Et à votre place, Guillaume Roquette face à un homme de gauche, un homme de droite. À ma droite, précisément pour mesurer les effets de tout ce qui est en train de se passer en Ukraine. Rappelons Zaporijjia, partons de là, ces images tellement frappantes, notamment de simulations où on se dit, après Tchernobyl en 86, que pourrait-il se passer en 2022 ? Aujourd'hui même, des bombardements ont eu lieu dans la région de Zaporijjia. Qu'est-ce que signifie pour vous, Guillaume Roquette, cette collision de tout, la peur du nucléaire civil, militaire, l'imprévu total, les militaires même, on apprend que les exercices ne prévoyaient pas ça dans les centrales nucléaires en Europe, on ne prévoyait pas ça. Eh bien, c'est ce que l'on appelle la guerre totale. Et on assiste à la fois à un retour d'une guerre extrêmement traditionnelle, avec de l'artillerie, avec des déploiements de troupes massifs sur le théâtre européen, ce qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et une guerre cyber, une guerre des opinions, des manipulations, mais aussi, effectivement, ce levier de la peur nucléaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Russes ont en quelque sorte préempté, militarisé le nucléaire civil en faisant une menace au même titre que leurs bombes. Et comme on sait que de toute façon, ils n'emploieront jamais de leurs armes nucléaires, parce que sinon ça déclencherait une riposte de l'OTAN, une guerre atomique, ils laissent planer ce doute. À mon avis, le risque n'existe pas. Je pense que la Russie est trop proche de l'Ukraine pour que Moscou puisse prendre le risque de faire sauter cette centrale. Il n'empêche que la peur, elle est là. La preuve, c'est que nous en parlons ce soir. Un autre symbole, c'est la pénurie de gaz. Les pénuries de gaz à venir. On donnait tout à l'heure ce symbole tellement frappant. La Haye, c'est la ville symbole de la justice internationale. La Haye en est au point où elle doit continuer. Elle demande une dérogation pour avoir encore du gaz russe. Ce gaz russe qu'on paye encore plus cher maintenant qu'au début de la crise. Et c'est le premier thème que j'aimerais vous soumettre. Est-ce que vous commencez à douter des sanctions contre la Russie parmi les moyens de faire plier Poutine, ou est-ce que vous partagez un avis là-dessus? Gérard Miller. Écoutez, je ne mesure pas l'efficacité de ces sanctions. On peut m'expliquer qu'elles ne sont pas suffisantes, qu'elles font la preuve même de l'inverse de leur efficacité. Ce n'est pas le moment de se désolidariser le moins du monde de ce que, grosso modo, nous avons tous réussi à accepter. Donc, je pense que, si je rebondis sur ce qu'a dit Roquette, je pense que
il y a une idée fausse depuis très longtemps, c'est qu'on croit toujours que le pire est derrière nous. Moi, je viens d'une histoire personnelle, familiale, qui me fait penser que le pire est toujours devant nous. Et lorsque, par exemple, vous parliez du nucléaire, j'ai toujours été frappé de la distinction que je comprends parfaitement entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Je comprends bien les choses. Mais je parle, moi, du nucléaire. Et j'ai, dans ma formation, cette idée très simple du psychanalyste Jacques Lacan qui disait il ne faut pas avoir une arme chez soi parce qu'on finit toujours par s'en servir. Donc quand par exemple je vous entends dire qu'on ne s'en servira pas, je n'en suis pas sûr le moins du monde. Ça ne veut pas dire que je suis un oiseau de mauvais augure. Donc quand vous parlez effectivement des sanctions efficaces ou pas assez, je pense que le pire est devant nous et qu'à partir de là, nous n'avons aucune idée sur notre capacité à faire des pronostics bons ou mauvais. Les sanctions, le doute sur les sanctions, est-ce que vous l'éprouvez, Guillaume Roquet? Oui, moi je l'éprouve depuis le début. D'abord parce que nous avons les leçons de l'histoire, les sanctions que nous avons prises contre l'Iran, contre Cuba depuis des dizaines et des dizaines d'années ont été inefficaces. Les sanctions, ça marche dans un régime démocratique où les populations voient les conséquences économiques des sanctions dont elles sont l'objet et du coup changent leurs dirigeants. Mais nous sommes en Russie. Et je vois mal Vladimir Poutine dire à ses concitoyens « Ok, la vie économique devient difficile, donc vous avez sans doute envie que je m'en aille, on va provoquer des élections. » Ça ne se passera pas. Qu'est-ce que fait Vladimir Poutine? Il essaie d'avoir des stratégies de contournement. Il se rapproche de la Chine, ce qui, à mon avis, est une catastrophe. C'est de sa faute, encore une fois. Mais cette guerre est en train d'éloigner encore un peu plus la Russie de l'Europe, ce qui est un contresens historique, géopolitique. Et donc, ces sanctions, moi je suis réticent depuis le début, d'autant qu'elles peinent, elles tardent à être efficaces. Vous savez, un des meilleurs éléments de la santé d'une économie, c'est la monnaie. Jamais le rouble n'a été une monnaie aussi forte. Quand vous dites c'est une erreur d'éloigner la Russie de l'Europe, qu'est-ce que vous en entendez exactement? Je pense que tout ça est vieux comme l'histoire de notre continent, mais il me semble que la Russie doit être arrimée à l'Europe. Elle est un pays-continent, pardon, je vais essayer d'éviter les banalités de première semaine de cours de géopolitique, mais c'est un pays si grand qu'il est tiraillé entre l'Est et l'Ouest, entre l'Europe et l'Asie, et il a une histoire qui nous rapproche de lui quand on visite Saint-Pétersbourg, mais qui aussi nous en éloigne par certains côtés autoritaires. Et je crois que l'intérêt de l'Europe, c'est d'aller jusqu'à Vladivostok. Voilà, c'est ça qui me met mal à l'aise. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire là, j'y aurais souscrit avant la guerre. Oui. Parce qu'en effet, je ne suis pas un atlantiste, je ne suis pas pour qu'on se mette sous la protection ou le protectorat américain. Et donc, j'aurais été, comme d'ailleurs, je ne sais pas, beaucoup de mes amis de la France insoumise pouvaient le dire, pour qu'on ait avec la Russie des relations un peu plus complexes que certains l'imaginent. Le problème, c'est que maintenant, il y a la guerre. Et qu'à partir du moment où il y a la guerre, incontestablement, les données sont changées. Et quand vous posez les questions sur les sanctions, là où ça me met mal à l'aise aussi, c'est qu'évidemment, je ne sais pas leur efficacité, mais je vois bien que derrière l'idée « faut-il considérer que les sanctions sont une erreur ?» il y a cette idée d'une certaine façon, pactiser un tant soit peu avec les fauteurs de guerre. C'est ça qui me met, pour le coup, vraiment mal à l'aise. Mais vous avez raison, c'est presque un sujet de philosophie. C'est-à-dire, peut-on essayer de ne pas considérer éternellement la Russie comme un ennemi malgré Poutine? Il faut gagner cette guerre. Le soutien militaire, politique, économique de l'Occident à l'Ukraine est absolument indispensable. Mais le corollaire qui sont les sanctions, je crains qu'elles soient peu efficace, je crains même qu'elle ne se retourne contre les pays occidentaux parce que le prix risque d'en être très élevé, pas seulement pour les Russes, mais aussi pour nous, mais aussi pour les consommateurs européens. Vous utilisez ce mot de prix, c'est le mot employé par Emmanuel Macron quand le président de la République a dit qu'il faudra payer le prix de la liberté. Est-ce qu'il avait raison ? Si le prix de la liberté, c'est d'aider l'Ukraine, oui, il faut payer ce prix. Si ça consiste à faire entrer ce pays plus rapidement dans l'Union européenne, alors même qu'il ne réunit pas tous les critères économiques traditionnels, alors oui. Mais si le prix, c'est de traverser une récession grave, parce que l'énergie, c'est le sang d'une économie moderne, c'est son oxygène, c'est pas uniquement ce qui sert à nous transporter et à nous chauffer. Tout ce qui est produit, y compris les images de ce soir que le téléspectateur est en train de regarder en direct, tout ça demande de l'énergie. On rappelle les chocs pétroliers, 73, 79, les souffrances immenses, le chômage, voilà. Vous avez raison. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a à la fois, pour l'instant en tout cas, un coût qui s'annonce très élevé pour nous,
et une efficacité contre Poutine qui m'a l'air très relative pour les raisons que j'ai expliquées déjà. C'est ça qui me met mal à l'aise. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est une ânerie, il fallait pas faire ça. Non, on est d'accord quand même que lorsque se produit un événement d'une telle importance et d'une telle gravité, on ne peut pas imaginer qu'après sera comme avant. Non. Donc il faut bien imaginer en effet que ça va avoir, comme d'ailleurs d'autres événements, on parlera à telle ou telle occasion des questions climatiques, on ne pourra pas vivre de la même façon. Ça n'est pas possible. À partir du moment où se produit un événement de ce genre, on ne peut pas simplement se dire, mais alors, vous connaissez, je ne sais pas, la célèbre phrase dans le poème de Rimbaud, et mon bureau. Alors comme si on voulait que tout revienne exactement comme avant lorsque un événement X se produit. Ça n'est pas possible. Donc si c'est ça que vous appelez le prix, effectivement, il sera à payer. Oui. Jusqu'où